Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale Histoire du Sahara marocain. La semaine dernière, on le sait, c'est d'actualité, la question du Sahara faisait l'objet de la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Dans cette résolution, la communauté internationale reconnaît la pertinence de l'initiative marocaine d'autonomie de ces provinces du Sud et engage les différentes parties à lancer des négociations sur cette base. Si ces provinces méridionales sont marocaines depuis la nuit des temps, depuis des siècles, elles ont également connu les affres et les soubresauts de l'histoire coloniale, pour tout dire. Le Maroc présente à cet effet une particularité dans cette histoire, ayant été le seul pays à être placé sous protectorat par deux puissances en même temps. Ça a compliqué la restitution au royaume de Séder, une restitution qui s'est faite par étapes. Il y a eu donc plusieurs phases remontant au 19e siècle et même avant, comme on le verra avec nos invités. L'occupation du Rio de Oro par l'Espagne en 1884, protectorat français en 1912 et espagnol aussi, indépendance partielle en 1956, marche verte en 1975, Minurso en 1991, plan d'autonomie en 2007 et la résolution 2797. Il est donc utile de revenir sur ces histoires, sur notre histoire et d'en préciser les contours et les détails pour mieux comprendre les enjeux. Avec nous pour en discuter, deux éminents spécialistes. Sidris Rose, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bousta, merci beaucoup. Vous êtes, comme chacun sait, économiste, chercheur et ancien directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Si Nabil Mouline, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à vous d'avoir accepté. Vous êtes historien, politiste et vous êtes aussi chercheur au CNRS en France. Merci messieurs. On y va. Donc je commence par vous, Nabil Mouline. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu global de l'histoire du Sahara dans sa partie marocaine et les liens unissant cette histoire au pouvoir central? En réalité, ce qui s'est passé le 31 octobre 2025 est une véritable révolution au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un retour aux origines après un long cycle qui a duré quasiment 141 années, comme vous venez de le rappeler. En fait, après 50 ans de lutte, 70 ans de rêve d'union et 141 ans d'humiliation coloniale, le Sahara est revenu finalement de plein droit à la mère patrie. Mais cela dit, le Sahara n'est ni un obstacle ni une périphérie. Il a été depuis au moins un millénaire au centre du politique ou du politico-religieux au Maroc. Autrement dit, et c'est pour cela que je plaide, entre autres, c'est de décoloniser le discours historique sur notre histoire plurielle et notamment sur celle des Maroc sahariens. L'histoire n'a pas commencé au XIXe siècle, elle remonte au moins, si l'on se tient à l'histoire politique, au XIe siècle, à l'origine même du premier État unitaire marocain, l'Empire almoravide. En fait, autour de 2040 de l'ère commune, un prédicateur du Souss, Abdallah ibn Yassine, plein d'idées de réforme et d'union, décide, après un long périple qui le mène jusqu'en Andalousie, de s'installer parmi les populations de Senhaja, de la région de Saqi al-Hamra et d'Ouad Dahab, et de mener un projet, créer le premier empire marocain dont la capitale ne serait par la suite que Marrakech. Et cet empire va s'étendre sur un énorme territoire qui va de l'Andalousie au nord jusqu'au fleuve Sénégal au sud et de l'Atlantique jusqu'aux portes de Bjaïa à l'est. Et justement par la suite, c'est-à-dire entre le XIIe et le XVe siècle, sous les Almohades et les Almoravides, le Sahara, contrairement à l'idée reçue, ne va jamais redevenir un territoire périphérique. Il constituera un centre, un point ou un trait d'union entre le nord et le sud, un lieu de passage économique, culturel et bien sûr humain. Ça me rappelle la phrase, je vais essayer de la restituer de mémoire de Sidi Mohamed Cherkaoui, l'histoire du Sahara sans le Maroc est une étendue sans limite et l'histoire du Maroc sans son Sahara n'a pas de signification. C'est à peu près ça. Alors Nabil Mouline, Driss Khalouz nous dit que ça remonte à 1040, c'est-à-dire à peu près 1000 ans. Excusez du peu, ça crée des liens sociaux, des liens culturels. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là? Ça remonte effectivement très loin et
Pour moi, je remonterai cela au XVe siècle, même avant le XVe siècle, en considérant qu'il y a effectivement un certain nombre de réseaux, de flux, de commerce, qui montrent que le plus important dans cette histoire du Sahara, ce n'est pas le territoire, ce sont les populations et les zaouïas et les tribus. C'est ce qui explique la dimension de l'empire musulman marocain. L'empire, ils n'ont pas l'État. Ce sont des concepts différents. Ils n'ont pas la frontière à l'européenne avant le 15e, sachant que le concept de frontière terrestre est apparu en Europe au 15e siècle. Et quand on voit qu'avant 1492, la dimension du commerce caravanier, toute la dimension du commerce qui transitait par Sijil Massa, par l'Adrar, ou bien qui transitait par le Draa, pour aller vers le Sahara, soit dans la région atlantique, soit en allant directement de Tombouctou vers le Ghana. On verra après, ça expliquera après la question de Tindouf, la question de Touat, de Gao, et toute la dimension du Sahara marocain. Cela remonte à cette époque où, effectivement, le Sahara était un trait d'union, était un véritable passage dans lequel un certain nombre de régions, de villes, d'agglomérations, Massa, par exemple, Tamgrout, Tazerwalt, Draa, Sijil Massa, ont joué un rôle fantastique qui était beaucoup plus important à l'époque que le rôle que va jouer après Marrakech ou Fès. Et on arrivera, par exemple, on n'a pas le temps d'en parler, le rôle de Sijil Massa, comme trait d'union, comme plaque tournante, une véritable bourse dans laquelle le commerce de l'ivoire, de l'or, le commerce des tissus, des épices, a servi de trait d'union entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Et dans ce contexte, la région du Sahara était presque à partir d'Agadir le centre du Maroc, et non pas le sud ou les régions méridionales du Maroc. Et donc c'est cette centralité... Donc on est encore plus loin de la périphérie. Là, on est dans le central. Donc ça remet en cause non seulement l'histoire, mais aussi la géographie, la topographie, sachant qu'effectivement les tracés topographiques ont été faits d'abord et avant tout par des expéditions militaires. L'un des premiers qui l'ont fait, c'est Henri de Castries, qui était un capitaine en Algérie. Le Maroc, jusqu'au milieu du 19e siècle, n'avait pas de carte. Et on reviendra sur les différentes étapes. Donc, c'est effectivement une invitation à revoir les conceptions de l'histoire et de la géographie, de l'espace, du territoire, et donc du pouvoir, et donc à qui appartient, à qui n'appartient pas. Et après, ça expliquera effectivement les modalités du protectorat et de la colonisation française et espagnole, en remontant évidemment aussi au rôle de l'Allemagne. Si l'Allemagne n'a pas occupé le Maroc, c'est parce que l'Allemagne a été évincée par les autres puissances. Tout à fait, tout à fait. On en parlera tout à l'heure peut-être. On dit même que c'était l'une des raisons, enfin, masquées ou cachées de la Première Guerre mondiale, les rivalités coloniales des puissances. Vous voulez réagir, Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Sihrouz. J'ajouterais tout simplement qu'on parle souvent de centre et de périphérie. Dans le cas du Maroc notamment, c'est une erreur méthodologique, parce que c'est un pays pluricentrique. Et chaque partie contribue à sa manière dans l'histoire globale du pays, économiquement, politiquement, religieusement, culturellement et bien sûr démographiquement. Et le Sud a été entre autres une sorte de pépinière humaine pour créer des start-up politiques, si j'ose dire, qui se transforment petit à petit en sultanat, voire en empire. Et justement, pour revenir à un récit plus chronologique, au XVe siècle, l'ordre dont on a parlé tout à l'heure va s'effondrer et le Maroc va une nouvelle fois s'émietter. Et l'ordre impérial va tout simplement disparaître. Et durant cette période, le pays va être non seulement fragmenté politiquement et religieusement, mais également d'un point de vue géopolitique, va faire face au premier colonialisme. Les Portugais
les Espagnols, là, on est au 16e, puis 15e. les Ottomans. 15e. À partir de 1415, on oublie souvent que le Maroc a été le point de départ du colonialisme européen. C'est la prise de Ceuta, qui a été à la fois le point de départ des grandes découvertes, le désenclavement planétaire de 1492 et la même année 1415. 1415 et en même temps le point de départ de ce que va devenir plus tard le colonialisme. Et en moins d'un siècle, les puissances ibériques occupaient la quasi-totalité des ports marocains et les Ottomans commençaient également à s'intéresser au Maroc en s'installant au début du XVIe siècle au nord de l'Algérie actuelle. Et la réaction principale, il y en aura plusieurs, parmi les zaouïas, parmi les tribus, les villes, les oulémas, etc. Mais la principale viendrait une nouvelle fois du sud, notamment du sud-est, de la région du Draa, avec les Zaïdanides, c'est-à-dire les Saadiens de l'histoire traditionnelle. Cette nouvelle dynastie qui va émerger autour de 1510 va avoir un projet que j'appelle triptyque. Préserver l'indépendance du pays face aux puissances impérialistes, refaire l'unité du pays et mener une politique impériale à leur tour. Et c'est pour cette raison qu'ils vont inaugurer une sorte de programme saharien dès les années 1550 qui va atteindre son apogée avec Ahmed al-Mansour Dehbi qui va en réalité non seulement créer le Makhzen, mais également mettre en place un système impérial qui tend à s'agrandir vers le sud. On parle de l'État-nation à partir des... Non, ce n'est pas un État-nation, c'est toujours la logique d'empire. Il va s'emparer du Touat et de Tigourarin, grosso modo le sud-ouest de l'Algérie actuelle. Par la suite, il va s'emparer de Changit, la Mauritanie actuelle, l'année suivante, puis des mines de sel de Tarazi, ou Taraza, en 1585, puis l'Empire s'engaille, grosso modo le Mali actuel, à partir de 1591. Et c'est une domination, au sens politologique du terme, effectif et réel. Cet empire qui va englober grosso modo le nord-ouest de l'Afrique va persister tout au long de la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle jusqu'à la mort d'Ahmed al-Mansour Dehbi en 1603. En fait, le Sahara, encore une fois, n'était pas une périphérie, mais une véritable profondeur stratégique pour l'empire chérifien qui avait une vision des territoires et des populations complètement différentes de la vision que nous avons La plupart actuellement. des dynasties marocaines sont originaires du Sahara, peut-être à l'exception d'une. La plupart. Tout dépend de ce qu'on veut dire par Sahara. Si on prend Sahara au singulier, c'est-à-dire le Sahara occidental actuel, une seule dynastie, les Almoravides. Si on prend Sahara au sens au pluriel, c'est-à-dire Sahara occidental et Sahara oriental, au sens le plus large du terme, nous avons trois autres dynasties. Les Mérinides au XIIIe siècle, puis les Zaïdanides, les Saadiens de l'histoire traditionnelle au XVIe siècle, et bien sûr la dynastie actuelle, la dynastie des Alaouites. Alors c'est bien ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis journaliste, je fais la frise chronologique, et vous faites vos pérégrinations historiques, comme vous l'entendez, vous connaissez ça. Donc on arrive, après cet exposé historique avec vous, c'est Desrous, en 84-85. Donc le Sahara marocain, qui était alors connu sous le nom de Rio de Oro, est occupé par l'Espagne. Il s'est passé quoi dans cette année-là? Comment ça s'est passé? C'était à la conférence de Berlin, de mémoire, qui s'occupait aussi qui parlait d'autres choses, mais qui a donc donné des droits, entre guillemets, à l'Espagne sur ce territoire. C'était donc sa première occupation du Maroc, 30 ans avant. Pour comprendre ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, il y a cette profondeur historique dont on vient de parler rapidement. Il y a 1870 aussi, avec tous les conflits entre la France et l'Allemagne, c'est très important. Et donc il y a aussi cette maturation de la renaissance du capitalisme européen,
le besoin d'expansion, le besoin de ressources naturelles, le besoin de territoire, l'impérialisme, comme on dit, européen, qui avait besoin d'extension. Et l'extension, évidemment, elle s'est faite d'abord vers la rive sud de la Méditerranée et à travers la rive sud de la Méditerranée, toutes les régions. Sachant qu'à cette période-là, la France était déjà en Afrique du Nord. Elle était déjà à partir de 1830. En Afrique du Nord. Il y a eu la défaite du Maroc dans la bataille d'Isli. Il y a les accords de l'Amrenia. Et il y a eu en 1884-85 la conférence de Berlin avec un grand monsieur qui a transformé l'Allemagne et l'Europe, c'est Bismarck, le chancelier Bismarck, qui est un visionnaire de cette expansion, de cette grandeur de l'Allemagne. Et la France, l'Espagne, se sont engouffrés là-dedans. On ne va pas en parler peut-être, on n'a pas le temps. Ça expliquera peut-être pourquoi le souverain allemand à Versailles. A été intronisé à Versailles. Oui, mais est venu à Tanger, dans son cheval blanc, et a refusé de descendre parce qu'il y avait effectivement cette rivalité. Et ça c'était en quelle année, ça? C'était en 1906 ou... Oui, au début du XXe siècle. Au début du XXe, 1906. Juste après la conférence d'Algeciras. Après la conférence d'Algeciras. Il a refusé de descendre de son cheval. On avait dit parce qu'il n'a pas été reçu par le sultan, mais en fait, derrière ça, il y a cette rivalité qui existait entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, pour dominer, coloniser toutes ces régions. Évidemment, la France avait colonisé en 1830 l'Algérie, et elle avait colonisé, ou protégé, entre guillemets, colonisé la Tunisie en 1881, c'est ça? 82, oui. 82. Il y avait 1870 et le conflit qui va réapparaître à la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a cette dynamique européenne. Il y avait aussi, le Maroc avait perdu la bataille d'Isli en 1844 avec la France. Et il y a toute cette agressivité, cette offensive de l'armée coloniale française à partir des régions limitrophes, dans lesquelles il y avait trois tendances. La première, trois pôles, disons. Faut-il coloniser le Maroc? Coloniser, je dis bien à l'époque, avant 1906, c'était le débat, même avant 1884-85, à partir d'Oujda. Et donc là se pose la question d'Oran, Oujda, ou à partir du sud. Et là se pose la question de Figuig, de Bchar, de Tindouf, ou bien à partir de Casablanca, et donc l'Atlantique. Et c'est tout cela qui est fait qu'effectivement, tout cela s'est développé et aboutit à une vague, une dynamique politique et militaire qui s'est conjuguée avec une faiblesse du pouvoir marocain. C'est les deux qui se sont conjugués. Qui a commencé depuis la bataille d'Isli, le traité de Tétouan en 1860, je crois, non? C'est ça. Bon, c'est-à-dire un affaiblissement financier, économique, et donc... Oui, on connaît les difficultés qu'avait le sultan Moulay Abdelrahman à l'époque. Le sultan Hassan Ier, qui est un grand roi, a essayé de redresser. Il a redressé, mais c'était déjà, je dirais que les historiens parlent de la rencontre entre le pot de fer et le pot de terre, qui aboutira en 1906, puis 1912. Et les sultans comme Moulay Abdelaziz et Moulay Hafid, les jeux étaient déjà faits. L'Europe était très puissante. Et la puissance militaire de la France, mais aussi de l'Espagne, mais aussi avec la connivence de l'Italie et de l'Allemagne, bien avant la Première Guerre mondiale, le partage du monde. Et vous avez raison, de cette conférence de Berlin, il y a eu effectivement, je ne sais plus si c'est 13 ou 14 puissances, qui se sont partagées, tout le monde, finalement, tout le monde colonisé, particulièrement l'Afrique occidentale et l'Afrique du Nord. Et le Maroc a fait l'enjeu de ces surenchères. Il a fait l'enjeu de ces surenchères. Et cette dynamique qui s'est effectivement révélée en 1885, 84, 85, puis après en 1906, puis en 1910 ou 12, 10 puis 12, en fait, elle était en gestation bien avant 1830. Il faut remonter très loin. Alors en 1912, ça s'arrête donc en 1912. En 1912, le Maroc se retrouve donc sous la coupe de deux puissances et pas une. Donc il y avait déjà le Rio de Oro, donc le Sahara marocain, donc qui était déjà sous la coupe espagnole. Et puis en 1912, le nord du Maroc pour les Espagnols, la partie centrale pour
plus les villes, bien entendu, mais la partie centrale de la France. Ça a créé un problème, donc vous commentez ça comme vous voulez, mais je voudrais en arriver à cette question de restitution des territoires en 1956. Donc je vous donne la frise historique encore, à vous de vous y intégrer. D'accord. Je me permets une nouvelle fois de faire un petit flashback. Prolégomène, comme on dit. Oui, un petit flashback juste pour remettre les choses dans leur contexte historique, parce que ça permet d'éviter les écueils analytiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au XVIIe siècle, le Maroc s'effondre une nouvelle fois. Parce que c'est une donnée structurelle. Le pays s'effondre à chaque fois et redevient pluricentrique, avec des puissances locales qui gèrent les affaires politiques, religieuses, économiques des différentes communautés qui constituaient jusque-là l'empire chérifien sous les Haïdanides. Et quand l'unité du pays est refaite par les Alaouites autour des années 1660-1670, la nouvelle dynastie réussit à refaire l'empire en partie, mais ne dispose plus des moyens idéologiques, politiques, humains et militaires pour imposer un pouvoir central fort. Mais comme la nature a horreur du vide, le pouvoir central va chercher à trouver un lien pour contrôler les territoires à moindre frais. Et c'est pour cette raison-là qu'on va recourir à un concept ancien comme l'islam quasiment, celui de la bay'a. Avec des provinces plus ou moins éloignées, plus ou moins inaccessibles pour différentes... Donc, bay'a remonte à peu près à la fin du XVIIe. On est au milieu du XVIIe, début XVIIIe. Donc au début de la dynastie alaouite. Dès le début de la dynastie alaouite, à l'exception de quelques expéditions, par exemple vers le Touat, le Tigourarine, le Sahara, même vers le Soudan occidental, grosso modo. C'est-à-dire qu'on avait l'allégeance, mais quand il le fallait, bon, on y allait, quoi. Quand on avait les moyens, mais généralement ces expéditions étaient beaucoup plus coûteuses que les revenus que le pouvoir central allait collecter. Donc, on préférait une gestion indirecte de ces territoires tout en ayant la reconnaissance pleine de souveraineté sur les territoires, sur les populations. Contrairement à une idée reçue comme quoi il n'y avait pas de souveraineté territoriale avant l'époque moderne, notamment en terre d'islam. Si, il y avait une souveraineté territoriale depuis le 8e siècle. Elle a été théorisée par un certain nombre de selon les codes et les traditions, les traditions locales en dehors de la sphère de pensée et d'influence européenne. Nous avons actuellement une vision eurocentrée. Or, avant l'époque moderne, il y avait une multipolarité dans le monde, dans les différents domaines, notamment celui de la pensée. Je crois qu'on ne parle pas assez de cette vision eurocentrée qui a altéré et perverti un certain nombre. On va en parler quand on arrivera à l'arrêt de la Cour internationale de justice de 1975. Et en fait, les liens étaient réels entre les sultans et les différentes provinces périphériques, géographiquement ou d'un point de vue social, mais le lien était là, était réel. Et justement, au tournant du XVIIIe, XIXe siècle, le pouvoir central marocain va s'affaiblir de manière structurelle, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas par manque de temps, et par l'accélération européenne industrielle et économique. Et par pur hasard, le pays va faire face à un grand défi, le colonialisme de la deuxième puissance mondiale, la France, à partir de 1830. Et c'est là que le problème du Sahara commence. Le problème du Sahara commence à Alger. Et il se terminera d'ailleurs à Alger. Très bien. Il commence en 1830 avec l'arrivée des Français. Et pour faire vite, les Français cherchent, en plus d'occuper ce que va devenir l'Algérie, à partir de 1832, l'appellation officielle, va chercher à affaiblir le seul État constitué de la région ancienne, c'est-à-dire l'Empire chérifien. Et pour ce faire, on va mettre en place une série de stratégies.
bien sûr la guerre avec la bataille d'Isli, mais également la bataille du discours et du savoir. Constituer, c'est définir, c'est dominer, en quelque sorte. On va commencer à réunir un maximum d'informations sur le Maroc, dessiner des cartes, collecter des informations, envoyer des explorateurs. Créer un narratif nouveau qui serait français, ou là travailler sur des choses qui existaient déjà chez nous. Qui existaient déjà. Moi, je l'appelle en darija, on va collecter les informations. Les informations de chez des autochtones, on va collecter des manuscrits, on va les éditer et les interpréter pour servir la cause française. Je vous donne un exemple. Ce sont les Français qui vont utiliser des concepts locaux pour les retourner contre le Maroc. L'ard, le mawat, l'ard, khla, bled siba, bled al-mkhzen vont être complètement construits par des générations d'explorateurs, de géographes et d'officiers français, puis par des historiens, pour montrer que le pays contrôlé par le sultan est un pays anarchique et qu'il faut y rétablir l'ordre. Justement, à partir de 1870, après la défaite et la perte de l'Alsace-Lorraine contre l'Allemagne, les Français vont se retourner contre l'Empire chérifien comme un lot de compensation. Et c'est là où commence véritablement le problème du Sahara, parce que la France va s'intéresser à un autre bout de l'Empire chérifien, non moins important, le Sahara oriental. Notamment Touat et Tigourarin, qu'ils vont commencer à occuper officiellement à partir de 1890. Alors, on va faire donc un saut. On ne va pas faire une histoire de 3 ou 4 siècles en 52 minutes, c'est très compliqué. Mais je voudrais simplement revenir sur cette question de Bled Siba et Bled Mkhzen. Cette nomenclature, qui était une nomenclature enfin, marocaine, a été reprise dans la politique intérieure française. On appelait Bled Mkhzen ceux qui étaient pour la colonisation, la politique de la colonisation, comme Delcassé par exemple, et Bled Siba ceux qui étaient contre, comme Jaurès. Donc cette nomenclature marocaine avait été reprise en politique intérieure française. C'était juste une parenthèse. Driss Khlouz, vous commentez, donc vous continuez, ou alors on arrive à cette fameuse année 75 où il s'est passé beaucoup de choses. L'arrêt de la CIJ, la maladie de Franco, l'annonce et la marche verte, l'accord de Madrid. Dans cet événement remarquable que constitue la marche verte, et qui d'ailleurs trouve un écho remarquable dans la décision du Conseil, la résolution du Conseil de sécurité du 31 octobre, la semaine dernière, 2025, il y a la nécessité de replacer les concepts dans leur contexte. Et en montrant qu'effectivement, cette notion d'empire chérifien, qui existe bien avant les Saïdiens, en fait, puisque, on le sait, avec les Fatimides, même avec les Là, on a deux versions différentes, vous allez vous mettre d'accord. Les successeurs d'Idriss Ier, d'Idriss II, second, ont été jusqu'à Massa. Et donc, ce n'était pas simplement Moulay Idriss Zarhoun, Volubilis et Fès. C'était donc cet empire marocain, cet empire chérifien, est un concept que la colonisation a dénaturé en faisant un non-État moderne. Et on avait dit qu'effectivement, une grande partie du Sahara, mais pas seulement le Sahara oriental, étaient des terres sans population. Et que les tribus étaient des nomades. Et que donc l'allégeance était un pacte transitoire, relatif, versatile. D'où les notions de tribu Siba et de tribu Mkhzen. Et il est temps de revenir aux sources sur la notion d'État au Maroc, l'Empire et l'État, Doula ou al-Hukm, pouvoir et État. Ce sont des concepts qu'il faut retravailler. C'est le travail des historiens. Je sais que l'école marocaine de l'histoire fait du très très bon travail là-dessus, pour montrer qu'en 1975, il y avait non seulement la confrontation de thèses historiques, mais la confrontation aussi de la signification des concepts. Et on oublie, on n'a pas eu le temps d'en parler, le rôle des zaouïas, le rôle des tribus. Allez-y, parce que les zaouïas, c'est très important dans notre tissu social. Et dans le rôle des zaouïas et des tribus, il n'y avait pas la notion
de soumission ou de rébellion. Il y avait la nécessité de pouvoirs locaux, pour utiliser des concepts modernes, ou d'influence territoriale, et de la nécessité de négocier. Et donc, la notion d'empire était basée sur des négociations perpétuelles. Et donc, le pouvoir central, avec la notion de centralité qui est multiple, était un pouvoir basé sur les négociations, parce qu'il n'y avait pas de ressources locales centrales. La fiscalité, les harkas coûtaient plus cher qu'elles ne prélevaient, mais en même temps, le pouvoir central avait besoin de ressources, mais les tribus, les zaouïas, avaient leurs propres ressources. Et donc l'armée n'existait pas jusqu'à Moulay Ismaïl pratiquement. Il n'y avait pas d'armée réelle, c'était des tribus guiches qui, en fonction de leurs intérêts, contribuaient au harka ou non. Et donc ce pouvoir avait des modes de gestion qui étaient différents de ce qu'on appelait l'État européen depuis le XVe siècle. Et la colonisation européenne en général, française en particulier, espagnole, a transposé des concepts qui n'étaient pas aptes à expliquer des réalités. Et en 1975, non seulement il fallait défendre le territoire, mais aussi éclaircir les concepts. Qu'est-ce que ça veut dire la bi'a? Quel est le rôle de la zaouia? Quel est le rôle de Amir al-Mu'minin? Quel est le rôle des tribus qui, tout en étant autonomes, avaient besoin du pouvoir central? Effectivement, M. Mouline l'a dit, le pouvoir central avait des représentants sur toutes les voies du commerce depuis le XVe siècle, bien avant le XVe siècle, depuis le IXe siècle, depuis le IXe siècle. Oui, depuis le 9e et puis le 11e, bien sûr, avec les Saadiens, il y avait le pouvoir central, le sultan, désignait ses représentants sur toutes les voies vers le Sahara méridional, et à travers soit la voie atlantique qui partait du Souss, Akka, etc., soit le Draa, soit qui partait de Sijil Massa. Et à l'époque, c'était ce pôle du sud marocain, oriental et occidental, qui allait vers ce qu'on appelle le Sahara marocain et au-delà, vers ce qu'on appelle Bled Soudan, qui intègre ce dont on avait parlé tout à l'heure. Et donc en 1975, il fallait tout ce retour de l'histoire pour expliquer, notamment parce que le projet évidemment français, comme le projet espagnol, étaient des projets d'occupation et d'impérialisme, c'est-à-dire de domination. Évidemment, il fallait montrer dans quelle mesure l'histoire avait été non seulement déformée, non seulement manipulée, mais fabriquée. Et c'est là qu'il faut relire un certain nombre de documents historiques qui souvent sont utilisés à raison, mais sans un recul nécessaire. Quand on lit, par exemple, les sources inédites de Henri de Castries, quand on lit les découvertes qui ont été un certain nombre de... Je ne vais pas insister là-dessus, on n'a pas le temps, puis je ne suis pas historien. Évidemment, c'était des études, non seulement elles étaient commanditées, je ne dis pas qu'elles sont malhonnêtes, mais leur point de vue et leur objectif... Elles servaient un intérêt particulier, qui est un intérêt politique et militaire. De Castries était un capitaine de l'armée française, évidemment. Et il était en Algérie, puis il est venu au Maroc. Et quand on le dit, on dit de Castries, on peut dire d'autres, je ne vais pas les citer, mais on peut les citer. Donc à partir de 1975, il fallait décortiquer tout cela. Et en 1975 aussi, évidemment, la puissance espagnole était en perte de vitesse par rapport à ce qu'elle était. La France avait quitté le Maroc, avait quitté l'Algérie, avait quitté la Tunisie, et le contexte mondial a changé. Il fallait donc là-dedans prouver que, effectivement, le Sahara, non seulement il est marocain, mais aussi que toutes les tribus sur lesquelles s'appuyait la thèse séparatiste étaient des tribus dans lesquelles il y avait des manipulations. On n'a pas le temps de revenir sur le rôle d'Ergibat, d'Idlimat, sur Mal'inin, sur toute cette dynamique qui allait de ce qu'on appelait à l'époque Oued Dahab jusqu'à Dakhla, et puis le Guergarat, et puis la Mauritanie. Donc 1975 a été une période d'éclaircissement historique et aussi de remise en cause par le Maroc, mais aussi par les Nations Unies, mais aussi par la France elle-même et l'Espagne, de leur démarche de l'époque. Et d'ailleurs, beaucoup de voix françaises et espagnoles reconnaissent la thèse du Maroc comme étant une thèse
historiquement confirmée et validée. Alors, Nabil Mouline, vous avez dit tout à l'heure que les Français, essentiellement, ont réécrit, ont créé un narratif de l'histoire du Maroc. Et Sidi Srlouz nous dit qu'en 1975, il y a eu une forme de début de déconstruction de ce narratif. Il s'est passé quoi? Vous en faisiez allusion tout à l'heure à la Cour internationale de justice, le fameux arrêt de 75. Encore une fois, permettez-moi de faire un tout petit flashback. Vous êtes historien, c'est normal. Voilà, avant d'arriver, parce que l'explication des contextes permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien comprendre les enjeux, notamment en 1975. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la France a commencé à occuper ce qu'on pourrait appeler par simplification le Sahara oriental à partir de 1890. Et au début du XXe siècle, elle occupait pas moins de 25% du territoire chérifié. Parallèlement, en 1884, conférence à Berlin, les puissances européennes se partagent le continent africain et le Maroc est l'une, bien sûr, des principales victimes. Le Sahara occidental, Saqiya al-Hamra et Oued Dahab, se retrouvent comme des futures colonies espagnoles. Les Espagnols y mettent pied la même année et commencent à les occuper petit à petit. Mais cette colonisation espagnole va se faire tout doucement. De 1884 jusqu'à 1925, on va dire, les Espagnols n'occupaient que quelques points sur la côte. C'était la France qui contrôlait l'intérieur des territoires, qui faisait la police, si j'ose dire, et traçait par conséquent les frontières à sa guise, notamment en faveur de son empire africain et de ces provinces algériennes. Le Maroc se retrouve particulièrement lésé. Et par conséquent, il va y avoir, bien sûr, une résistance menée par les Zaouïas, par les tribus locales et bien sûr la grande figure de l'époque, fin du 19e siècle, et le cheikh Ma'l-Einin qui entretient des liens particuliers avec les souverains marocains, Moulay Hassan et Moulay Abdelaziz, et reçoit par conséquent énormément d'aide financière et énormément d'expertise venant du Nord. Même à la fin, c'est quelque chose qui est généralement pas politiquement correct, mais une réalité historique, il commence même à avoir des ambitions et se déclare Mahdi à la fin de sa vie. Et son fils, Ahmed Hiba, va franchir le Rubicon, on va dire le Draa, pour être autochtone, et va se proclamer sultan du Maroc en 1912. Il n'avait aucune ambition d'être le président d'une quelconque république saharienne, mais sultan du Maroc, à l'instar des anciennes dynasties, les Almoravides, les Haïdanides et les Alaouites. Une épopée qui a été avortée par l'intervention française la même année. Et d'ailleurs, la résistance va... C'était donc en 1912, c'était avec l'IOT qui avait donc... ce respect qu'on sait, cet attachement qu'on sait à la monarchie d'une manière générale et à la dynastie en particulier. Oui, ça va se construire au fur et à mesure après l'instauration du protectorat en 1912. Donc au Sahara, la résistance ne va pas s'arrêter entre le début ou la fin du 19e siècle et 1934, la fin de la pacification franco-espagnole de la région. Et pour résumer, au début du XXe siècle, le Maroc se retrouve dans une situation particulièrement originale. Il est divisé en plusieurs parties. C'est quasiment un cas unique dans le monde, en plusieurs parties. On oublie souvent les plus importantes. Le nord et le Sahara occidental, plus Sidi Ifni et Tarfaya entre les mains des Espagnols. Le centre français, et Tanger, zone internationale, le Sahara oriental, Algérie française et la Mauritanie française. Le pays est complètement charcuté par les deux puissances coloniales
plus les Britanniques qui contrôlaient indirectement. Alors, il y a une théorie qui dit, c'est peut-être un peu chauvin de dire ça, ou patriote de dire ça, mais que les Français, quand ils sont arrivés et qu'il y avait les Espagnols, ils voyaient en la monarchie marocaine, en l'empire chérifien, une puissance qui était leur égale, quelque part. Et quand les Français sont rentrés en Algérie, ils voulaient bien entendu s'étendre sur le reste de l'Afrique du Nord, mais ils craignaient donc cet empire qu'on avait, dont on avait peur jusqu'à Isli. On s'est rendu compte qu'il était plus faible qu'il le pensait. On craignait, mais on a continué. C'est l'une des raisons. La France voulait contrôler l'Afrique de l'Ouest, et l'un des obstacles principaux à ses yeux était l'empire chérifien, qui était la seule entité à pouvoir prétendre rivaliser. Donc on va essayer de la fragmenter et de la couper de sa profondeur africaine. Et ça va se confirmer juste à la veille de l'indépendance du Maroc. On va assister, là, on va faire un petit saut jusqu'aux années 50, quelques jours avant ou après l'indépendance du Maroc officielle en 1956. Deux idées concurrentes, comme par hasard, vont voir le jour. D'un côté, l'idée de Grand Maroc, avec le parti l'Istiqlal mené par Mohamed Allal El-Fassi, qui va vouloir reconstituer, grosso modo, l'empire chérifien. Et il va mener C'est la fameuse carte du Grand Maroc de mais il y avait une véritable campagne sur un certain nombre de supports médiatiques, des écritures, etc., très intéressantes d'ailleurs, qui voudront légitimer cette reconstitution. Et cette idée est tellement séduisante qu'elle va être adoptée très rapidement par la population et par l'institution monarchique. Premier rappel, le fameux discours de Mohamed El-Ghizlan de Mohamed V en 1958. Alors, de l'autre côté, juste le truc, comme ça on passe. la question la plus importante, c'est que les Français voient venir l'indépendance du Maroc et le retour des ambitions, et il en ressort des archives françaises, notamment des ministères de la Défense et du ministère des Affaires étrangères, qu'ils commencent déjà à vouloir recouper le Maroc de sa profondeur africaine en mettant en place la fameuse République d'Erguibet, qui va se transformer plus tard en République arabe démocratique sahraoui, quand le dossier atterrira sur les bureaux des leaders du FLN à partir de 1960. Alors, on comprend mieux la trame historique de l'Israël, c'est que nous avons un empire, donc un empire qui peut être inquiétant, un empire de culture, de civilisation, d'essence différente que les Européens, donc qui peut créer une menace, qui peut présenter certaines inquiétudes. Donc, il a fallu y aller, le morceler. Alors, il y a eu donc ce qui s'est passé, et puis nous sommes en 75, et depuis 75, ça fait 50 ans, et cette affaire dure. On espère qu'elle se finira rapidement maintenant. Mais quelque part, il y avait quand même un certain soutien discret pour ne pas trop se compromettre de l'Espagne et de la France. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une connaissance pointue de l'histoire? Est-ce que c'est parce que les États n'ont pas d'état d'âme, mais on peut avoir une forme de compréhension sur les revendications du Maroc, sur ces territoires légitimes? Est-ce qu'on peut expliquer les choses comme ça? Pourquoi les Français et les Espagnols ont été quand même, même s'ils ont maintenu, au nom de couper le Maroc de sa profondeur africaine, est-ce qu'on peut considérer que la France et l'Espagne nous ont soutenus parce qu'ils connaissaient l'histoire et qu'ils savaient que ces territoires-là nous appartenaient? D'abord parce qu'ils sont eux-mêmes responsables et coupables de cette histoire. Et une petite discrétion, à partir de 1415, l'Espagne occupait déjà des comptoirs au Maroc. Et donc l'Espagne, depuis cette époque, 1400, c'est le 15e siècle. Puis après, la bataille de Oued el-Makhazin, des Trois Rois. L'Espagne voulait s'implanter au Maroc pour des raisons d'expansion, etc. La France aussi parce qu'elle avait l'Algérie. Mais on oublie souvent deux choses. La première, c'est qu'il y avait une résistance au Maroc et que ce qu'on appelle la pacification, en 1935, c'est-à-dire quand la France a écrasé les tribus qui voulaient défendre le Maroc et défendre leur autonomie, pas leur indépendance, dans le cadre de cet empire. À partir de 1935, et on oublie aussi qu'en 1939, il y avait déjà la Deuxième Guerre mondiale et que la France s'est affaiblie énormément. Et donc la France avait, et l'Espagne, qui avait aussi collaboré avec Hitler. Et donc Franco avait intérêt, lui, à se débarrasser de ce fardeau que constituaient les colonies.
Et donc, à partir de 1939, les militaires français ont dû arbitrer entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie était un territoire français. Et donc, les militaires qui rêvaient de l'expansion, de la grandeur de la France coloniale, il en existait, pas tous, mais les militaires qui dominaient à l'époque, même si De Gaulle avait équilibré un certain nombre de choses, ils voulaient évidemment développer l'espace territorial du département français de l'Algérie, parce qu'il y avait une thèse qui existait depuis 1870, en passant par 1885, et par évidemment les accords de l'Alhambra. L'Algérie française avait besoin de l'Atlantique. Parce que contrairement à ce que l'on dit, ce ne sont pas les richesses naturelles qui ont attiré le Maroc au Sahara. Le Maroc a défendu son territoire. Et ce ne sont pas les richesses. Là aussi, c'est une propagande qui a dit le phosphate, les minerais, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et donc, il fallait grignoter les espaces, à la fois dans le Sahara oriental, Tindouf, Bchar, mais aussi du côté de Wadi Dahab jusqu'à Guerguerat, parce qu'il fallait agrandir le département, parce que le Maroc, que la France a réellement occupé, de 1939 finalement jusqu'à même pas 30 ans. Et donc le Maroc était, je dirais, dans le cadre de l'impérialisme français, c'était une tache noire. La France n'a jamais pu occuper réellement le Maroc, depuis les Turcs qui ont échoué, depuis la bataille des Trois Rois, mais les militaires voulaient, et finalement ils ont choisi de se délester du Maroc pour développer le département français de l'Algérie. Et les archives, aujourd'hui, on les a, et les historiens marocains travaillent là-dessus, déclassés, c'est que tous les témoignages sérieux, français et espagnols, reconnaissent la marocanité du Sahara. Et après, à partir de 1975, et ce sera aussi la question de l'avenir, à partir du 31 octobre 2025, le Maroc fait aujourd'hui le choix de la realpolitik, c'est-à-dire l'autonomie, dans le cadre de ses frontières modernes, et en considérant que le Maroc a son territoire, son voisin c'est la Mauritanie, son voisin aussi c'est l'Algérie, et que les Erguibats sont des Marocains, les Touaregs sont des Marocains, mais aussi ils appartiennent au Mali, au Niger et à l'Algérie, et que Mal Ainin était un Marocain, parce qu'à l'époque l'Empire chérifien était composé de villes, de tribus, de zaouïas rurales et de zaouïas citadines. C'est en fait, à partir de 1975, il y a une invitation, une obligation de relire l'histoire. Et elle se fait de façon objective. Et aujourd'hui, on a besoin de toute cette histoire revisitée, relue, pour aller de l'avant dans le cadre de l'autonomie du Sahara, dans le cadre d'un Maroc uni. Corrigé. Alors, il nous reste 5 minutes. On va conclure sur une question sur les recherches académiques. Mais avant, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur cette France qui avait besoin d'une Algérie atlantique. Je suis tombé dernièrement sur un PV d'un conseil de ministres français en 1934 avec Daladier qui avait dit la phrase suivante de mémoire. Donc il y avait un conflit entre le général commandant l'Algérie, enfin la région d'Algérie du côté de Tindouf, et le général commandant la région marocaine du côté marocain. Et Daladier avait pris la décision et avait dit la chose suivante: nous allons étendre le territoire de notre colonie algérienne jusqu'au plus possible vers l'ouest dans le respect du traité du protectorat. C'est-à-dire qu'il y avait un traité du protectorat en 1912 qui les empêchait d'aller jusqu'à l'Atlantique, et c'est pour ça qu'on voit cette espèce de resserrement qu'il y a du côté de Tindouf. C'était une décision française claire, elle est attestée par les bouquins d'histoire. Il nous reste 5 minutes, 2 minutes et demie pour conclure, 2 minutes et demie pour conclure. Il y a encore énormément de questions. L'importance de la recherche historique, académique, relecture, correction, remise à plat du narratif et mettre le vrai narratif. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous deux d'ailleurs, je vous poserai la même question. Maintenant, à la lumière de cette résolution 2797, il y a des choses à écrire, des choses à faire et des choses à éclaircir. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Et où faut-il aller? En fait, il faut... 2 minutes et demie. Oui, il faut arrêter les faux semblants et les non-dits. Il faut déconstruire en quelque sorte tout ce qu'on considère comme des tabous historiques.
tout remettre à plat et réécrire l'histoire non pas d'une province ou d'une région, mais de l'ensemble du pays de manière académique, de manière critique et de manière plurielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre histoire n'est pas une histoire simpliste, linéaire et exclusiviste. C'est une histoire plurielle, en zigzag et ouverte. Il faut donc en tirer conséquence pour pouvoir créer un grand nombre de récits, pas un seul, parce qu'on n'est plus au temps du grand récit ou du roman national, mais de créer un grand nombre de récits hospitaliers et intégrateurs pour que tout le monde puisse s'y retrouver. D'ailleurs, en grande partie, le projet d'autonomie réussira grâce non pas seulement aux éléments institutionnels et aux initiatives politico-économiques qui vont être mises en place, mais également reposera sur les récits qui vont être mis en place et qui permettront aux gens de faire société. Alors, votre conclusion à ce niveau-là, c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir de tabou historique. Tout ce qui est historique fait partie de la grandeur de cette nation, justement. Tout à fait. Et l'histoire, il s'écrit à partir de documents, à partir de faits, à partir de réalités, non pas à partir de discours narratifs. Ça, c'est très important, quelle que soit leur nature. Et dans la réécriture de l'histoire, ou l'écriture de l'histoire, ou de la réinterprétation plutôt de l'histoire, il est important de considérer qu'il faut des visions plurielles, il faut des approches plurielles, il faut aussi qu'elles soient à la fois des convergences, mais aussi des dialogues de discipline. Et dialoguer, ce n'est pas convertir, c'est écouter, c'est comprendre. Et par rapport à cette question que vous posez, M. Boustel, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une triptyque essentielle qui doit commander toute cette dynamique de régionalisation, d'autonomie. C'est la triptyque qui doit réinvestir le pouvoir, le territoire et les populations. Un triptyque essentiel. Le pouvoir, les articuler entre elles. Le territoire et la population. C'est-à-dire montrer que le Maroc, dans sa diversité, est une unité, qui dit diversité, il faut l'investir, l'expliquer, lui donner corps. L'unité, il faudrait effectivement considérer que n'est pas un slogan, c'est une réalité, qui suppose des démarches scientifiques, des démarches politiques. Le territoire, il suppose effectivement des ancrages qui supposent des mutualisations, des compensations. Elles sont économiques, elles sont politiques, elles sont culturelles. Le territoire est une culture, mais aussi un ancrage économique. Et donc, d'où le développement, la lutte contre les disparités économiques, les disparités territoriales, et que les flux économiques, les flux financiers, les flux politiques, les dynamiques politiques et socioculturelles animent cela. Et le support, c'est les populations. Et donc les populations, non seulement, il faut les prendre en considération encore plus, mais il faut les former, il faut les préparer à assumer les réalités de l'ancrage, parce qu'il y a un mouvement qui est essentiel aujourd'hui et qui n'a pas été suffisamment développé au Maroc parce qu'il y avait des raisons historiques, c'est de considérer que la politique de l'avenir, c'est des populations vers le haut, c'est du bas vers le haut. C'est ce mouvement du bas vers le haut et doit remplacer progressivement ce mouvement qui a dominé du haut vers le bas, en considérant que c'est le territoire local, ce sont les populations, ce sont les pouvoirs locaux qui doivent rencontrer les dynamiques centrales pour que le central et le décentral créent des dynamiques de démocratie. Voilà le mot de la fin. Les disparités, ça nous ramène à notre Maroc à deux vitesses qu'il faut combattre. Nabil Moulin, Driss Khrouj, merci pour vos éclairages, vos éclaircissements, vos précisions historiques très intéressantes, très instructives. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Restez sur Média 1 TV. Merci, monsieur. Merci.